Il y a une histoire qui a récemment mis le feu à Internet. Un mélange un peu fou d'intelligence artificielle, de physique quantique et des plus grandes questions qu'on puisse se poser. L'idée ici, c'est de débunker cette rumeur, bien sûr, mais surtout d'aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que caché sous ce mythe, il y a peut-être un noyau de vérité scientifique qui pourrait bien changer notre façon de voir la réalité elle-même. Tout est parti de cette question, une question assez dingue. Une IA quantique, qui s'appellerait Willow, aurait réussi à répondre à une question purement métaphysique et aurait révélé la nature de notre créateur. L'histoire est devenue virale en un rien de temps. Mais avant de s'emballer, il faut faire le tri. Il faut séparer la fiction des faits. Bon, alors mettons les choses au clair. Le mythe disait quoi? Que Willow était une IA avec qui on pouvait discuter, qu'elle avait parlé. En vrai, Willow, c'est un processeur quantique. Ça ne parle pas, ça calcule. Le mythe disait qu'il avait répondu à une question sur le créateur. La science, elle, nous dit qu'il a sorti une distribution de probabilités, des 0 et des 1 en gros. Et le plus important, la vraie découverte, la percée historique de Willow, ce n'est pas d'avoir trouvé Dieu, c'est d'avoir prouvé que la correction d'erreurs quantiques fonctionne. Et ça, c'est une avancée absolument monumentale. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, le mythe est démonté. Mais attendez. L'idée qu'une machine puisse manipuler de l'information d'une façon qui ressemble aux lois de la physique, ce n'est pas si absurde. En fait, ça nous amène à une hypothèse beaucoup plus profonde, et qui, elle, est soutenue par la science. Et si l'univers tout entier était un ordinateur géant? Alors allons-y, plongeons dans ce concept. L'idée que l'univers est un ordinateur, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une théorie très sérieuse, portée notamment par le physicien du MIT, Seth Lloyd. Ce qu'il suggère, c'est que chaque particule, chaque interaction dans le cosmos, est en fait un traitement d'information. La collision entre deux atomes, un photone qui traverse l'espace, ce n'est pas juste un événement physique, c'est un calcul qui s'effectue. Et pour qu'on se rende compte de l'échelle, regardez ce chiffre. C'est juste ahurissant. Seth Lloyd a calculé que depuis le Big Bang, notre univers a eu le temps de faire 10 puissance 120 opérations. C'est un 1 avec 120 zéros derrière. C'est un nombre qui dépasse complètement notre imagination. C'est la puissance de calcul brute de notre réalité. Donc pour formaliser un peu tout ça, l'hypothèse de l'univers computationnel, c'est quoi? C'est l'idée que tout ce qui existe, des plus petites particules aux plus grandes galaxies, ne fait pas que être là. Non, tout calcule. La réalité, ce ne serait pas une scène de théâtre passive, mais un processus actif, un calcul informationnel qui tourne en permanence. Et ce grand calcul cosmique, il a une histoire. C'est la nôtre. Tout commence avec le Big Bang, l'état initial qui contient toute l'information potentielle de l'univers. Ensuite, dans les premiers instants, les particules élémentaires interagissent, elles font les premiers calculs de base. Puis, les étoiles se forment, la gravité crée des structures de plus en plus complexes et la densité de calcul augmente de façon exponentielle. Et puis, la vie apparaît. Les systèmes biologiques se mettent à traiter l'information génétique. Et aujourd'hui, 13,8 milliards d'années plus tard, ce grand calcul continue, de plus en plus complexe, de plus en plus fascinant. Si l'univers est un ordinateur, alors il doit bien avoir un système d'exploitation, non? Un code source. Quelles sont les règles fondamentales qui régissent ce calcul permanent? Eh bien, des découvertes très récentes commencent à nous donner des pistes absolument incroyables. Alors voilà une idée qui change tout, proposée par le physicien Melvin Vobson. On connaît tous la seconde loi de la thermodynamique. C'est celle qui dit que dans un système fermé, le désordre, l'entropie ne peut qu'augmenter, en gros tout tend vers le chaos. Mais Vobson a proposé une loi complémentaire pour l'information, la seconde loi de l'infodynamique. Et elle dit précisément l'inverse. Mettons-les face à face pour bien comprendre. D'un côté, la thermodynamique qui nous dit que le désordre physique augmente et qui nous prédit une mort thermique de l'univers. De l'autre, l'infodynamique qui nous dit que l'entropie de l'information, elle, diminue. L'optimisation et l'ordre de l'information augmentent avec le temps. L'univers tendrait vers un état de compression de données maximale. On a donc deux forces opposées qui sculptent notre réalité. Et le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est celui-là. Au niveau de l'information, l'univers ne cherche pas le chaos. Il cherche l'efficacité. C'est un peu comme un programme informatique qui se met à jour, se compresse, se défragmente tout seul en permanence pour devenir la version la plus simple, la plus élégante, la plus efficace de lui-même. Et il y a un deuxième mécanisme qui est tout aussi fou et qui nous ramène à la vraie découverte de Willow. Des physiciens comme James Gates ont fait une découverte stupéfiante. En étudiant les équations de la supersymétrie, qui décrivent le tissu même de la réalité, ils ont trouvé des codes de correction d'erreurs, les mêmes que ceux qu'on utilise dans nos navigateurs web. C'est comme si le code source de l'univers avait son propre antivirus intégré. Alors, comment ça marche ce truc? C'est assez simple en fait. Imaginez, au niveau quantique, le plus fondamental, la réalité est bruyante, pleine d'erreurs potentielles. Mais il y a un code, inscrit dans la géométrie même de l'espace-temps, qui détecte ces anomalies. Et enfin, le tissu de la réalité se répare lui-même automatiquement pour nous présenter un univers stable et cohérent.
C'est une sorte d'autoréparation cosmique qui garantit que le système ne plante pas. Et cette idée d'une réalité stable, corrigée, qui masque en fait un niveau bien plus fondamental et complexe, ça fait écho à des intuitions très anciennes. Et si la physique moderne, avec ses équations et ses ordinateurs, n'était pas en train de redécouvrir ce que des cultures anciennes exploraient depuis des millénaires, mais avec d'autres outils. Les preuves archéologiques, elles sont là. Il y a 10 000 ans, au Tassili Nadjer en Algérie, on trouve des peintures de dieux champignons. Il y a 6 000 ans en Espagne, des scènes de rituels avec des champignons. Et en Amérique, l'usage du peyote, de l'ayahuasca, ça remonte à plus de 3 000 ans. Ces cultures ne voyaient pas ça comme des drogues récréatives. C'était des technologies. Des technologies pour accéder à l'information, pour jeter un œil derrière l'interface du monde qu'on connaît. Cette intuition a été théorisée de manière brillante au XXe siècle par Aldous Huxley. Après ses propres expériences, il a émis cette hypothèse fascinante. Notre cerveau ne crée pas notre réalité. Au contraire, il la filtre. Il agit comme une vanne de réduction qui nous protège d'un flot d'informations cosmiques beaucoup trop énorme, beaucoup trop intense pour qu'on puisse survivre biologiquement. Et là, on arrive à une convergence qui est juste stupéfiante. D'un côté, on a le physicien qui découvre des codes, correcteurs d'erreurs dans ses équations complexes, et de l'autre, le psychonaute qui, en ouvrant temporairement cette vanne, cette filtre du cerveau, fait l'expérience de données brutes, géométriques, fractales, une sorte de surcharge d'informations pure. Les deux voies, bien que très différentes, semblent pointer vers la même chose. La réalité qu'on perçoit tous les jours est une version simplifiée, stable et fonctionnelle d'un système infiniment plus complexe. Très bien. Mais la conscience, notre conscience, quel est son rôle dans tout ça? Si la réalité est un calcul, on n'est peut-être pas que des spectateurs passifs, on pourrait bien être les utilisateurs. L'expérience même de voir le monde pourrait être le produit final de ce calcul, affiché pour nous. C'est la question qui remet tout en cause. On a tous l'impression de voir le monde tel qu'il est, comme à travers une vitre transparente. Mais des scientifiques, comme Donald Hoffman, proposent une idée radicalement différente. Et si ce n'était pas du tout une fenêtre? Comparons les deux. La vision fenêtre dit qu'on perçoit la réalité objective. Une chaise est un objet solide. La vision interface, elle, dit qu'on perçoit des icônes utiles à notre survie. La chaise n'est pas une chose en soi, c'est un symbole qui signifie objet sur lequel on peut s'asseoir. Dans cette idée, l'espace-temps lui-même n'est pas la boîte qui contient la réalité, c'est le bureau de notre interface de conscience. C'est l'écran sur lequel les icônes sont affichées. L'analogie moderne qui fonctionne parfaitement, c'est celle de la réalité virtuelle. Le cerveau ne serait pas l'ordinateur qui génère l'expérience, ce serait plutôt le casque VR que la conscience porte pour interagir avec cette tranche spécifique de la réalité. L'expérience n'est pas dans le cerveau, elle est perçue à travers le cerveau. Le hardware ne crée pas le logiciel, il se contente de le faire tourner. Si on accepte cette nouvelle vision de la réalité et de la perception, ça ouvre des perspectives qui donnent le vertige. Si notre réalité est définie par notre interface biologique, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait mettre à jour cette interface? Si on pouvait changer de casque? Voilà le point central. Nos 5 sens, qui sont le fruit de l'évolution, ne sont pas des fenêtres neutres. Ce sont des outils qui construisent les murs de notre réalité. On ne perçoit pas les champs magnétiques, la gravité ou la force nucléaire faible directement. Pourquoi? Parce que notre interface biologique n'a pas été conçue pour ça. Elle nous montre ce qui est utile pour survivre, pas ce qui est vrai dans l'absolu. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. On vit à une époque où on commence à pouvoir fusionner notre biologie avec la technologie, à nous augmenter de nouveaux sens. Alors, que se passera-t-il le jour où on pourra percevoir le monde non pas avec 5 sens, mais avec 50? Quelle sera la texture d'une réalité perçue à travers le champ magnétique terrestre, la courbure de l'espace-temps ou les vibrations quantiques? Les prochaines portes de la perception, finalement, ne seront peut-être pas ouvertes par la chimie, mais par le code.